Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, nous sommes au tout début du XIVe siècle. Paris est alors une ville inquiète. Le roi Philippe le Bel renforce son pouvoir, les Templiers tombent les uns après les autres, les tribunaux d'inquisition se multiplient, et au milieu de cette tourmente, une femme, Marguerite Porete. Elle n'est ni moniale, ni théologienne de l'université, mais béguine, une femme pieuse, indépendante, qui écrit en langue française. Et ce qu'elle écrit est exceptionnel. Son livre, Le miroir des âmes simples, j'ai simplifié le titre, on verra pourquoi, propose une voie spirituelle, audacieuse, fondée sur l'amour divin et le dépouillement total de l'âme. Un texte mystique, poétique, parfois déroutant, d'une liberté incroyable pour l'époque. Mais ce livre lui vaut d'être arrêté, interrogé et finalement exécuté en 1310 sur la fameuse place de Grève à Paris. Pour ceux qui cherchent, la place de Grève aujourd'hui, c'est la place de l'Hôtel de Ville. Une mort tragique dont nous connaissons aujourd'hui les détails grâce aux documents conservés, quelques feuillets de parchemin et le travail remarquable d'historiens comme Schoenfield qui a reconstitué minute par minute les procès de Marguerite et de son défenseur, Gouillard de Cresson-Essart. Parallèlement, le travail d'Élodie Pinel éclaire l'autre versant, la poésie, les images, la structure littéraire du miroir, la place de Marguerite Porete dans la tradition mystique féminine, ses liens avec la littérature béguinale, les discours de son temps et les multiples versions françaises, latines, italiennes, anglaises qui ont traversé les siècles. Et aujourd'hui, figurez-vous, j'ai la chance d'être avec Élodie Pinel, agrégée de lettres et de philo, spécialiste de Marguerite Porete, pour comprendre qui était vraiment Marguerite, pourquoi son livre a-t-il tant dérangé, et surtout comment lire aujourd'hui ce texte magnifique, né dans un contexte politique et spirituel qu'on pourrait qualifier d'explosif. Bonjour Élodie. Bonjour Richard. Dans 5000 ans d'histoire, Marguerite Porete, troubadour de Dieu. Alors Élodie, ravi vraiment de vous avoir dans ce studio pour parler de ce sujet que objectivement je ne connaissais pas. Avant qu'on se rencontre, je n'avais jamais entendu parler de Marguerite Porete. Je suis un grand fan du Moyen-Âge, malheureusement j'ai pas assez étudié le Moyen-Âge et je suis pas sûr, moi j'étais étudiant dans les années 90, tout début. Pas sûr qu'on en parlait beaucoup à cette époque-là, je crois que d'ailleurs vous le dites dans votre mémoire, dans votre thèse. Qui était-elle réellement, cette Marguerite Porete? C'était qui? Et c'est quoi ce contexte historique? C'est la question. Qui était-elle? Voilà. On a très peu d'informations. Elle a été identifiée ou réidentifiée en 1946 par une 1900. chercheuse. 1946, ouais. oui, voilà, c'est ça. La chercheuse italienne Romana Guarnieri, puisque jusque-là, on avait seulement la mention de ce nom, Marguerite Porete, dans les chroniques de France, les chroniques de Saint-Denis, qui faisaient le détail de son exécution, Oui. le 1er juin 1310. En parlant des Templiers aussi, etc. Oui. Et puis du contexte, en Dans effet, un petit très passage, particulier. en fait. On a juste un petit passage. Un petit passage, et en fait, quand on compare le passage dans la version latine des chroniques avec le passage traduit quelques décennies après, c'est quand même un passage finalement assez conséquent. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a autant de lignes pour Marguerite Porete qu'il y en a pour l'exécution des Templiers 2 semaines avant dans cette incroyable. chronique. Donc, et ça va se réduire après dans les traductions. Donc, c'est... Pardon, je vous coupe, c'est les premiers Templiers qui sont exécutés juste avant, parce que avant Jacques de Molay en 1314, oui. Donc, ce sont les 54, puis 5 autres, donc ça fait quand même une bonne charretée, qui sont exécutés à la mi-mai, et elle, c'est le 1er juin. Donc on est vraiment dans le même contexte, alors non seulement de la France de Philippe le Bel, mais aussi pratiquement de Paris, en fait, C'est ça. qui est un lieu cosmopolite. Qui regroupe tous les pouvoirs. Où se regroupent tous les pouvoirs, énormément de communautés différentes, avec des rivalités de différents pouvoirs, en effet, temporels, spirituels, et puis des tensions intellectuelles, idéologiques, religieuses, qui sont quand même très vives. Donc on ne sait pas grand-chose sur elle, à part qu'elle a été exécutée. Et on a compris que le livre dont on parlait dans la chronique était ce livre qui avait circulé ensuite anonymement ou sous d'autres attributions pendant des siècles. Et le lien a été fait donc seulement en 1946, ce qui fait qu'à partir maintenant de la lecture de son livre, on peut essayer d'émettre des hypothèses, en tout cas, sur qui elle a pu être et quel a pu être son parcours, sans qu'on ait encore de certitude. C'est génial ça d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est vraiment elle qui a écrit ?
Alors c'est toute une question, oui. Il y a une historienne qui s'appelle Elizabeth Brown qui remet en question, d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour remettre en question. Science, donc voilà, avec des arguments dont on pourrait discuter. La manière dont Rowena Guarnieri a procédé, c'est qu'elle a relevé dans la chronique 3 articles qui ont été condamnés pour hérésie. Et elle a retrouvé ces articles, pas dans leur formulation même, mais dans leur idée, dans ce miroir des âmes simples et anéanties. D'accord. Et elle en a conclu que la coïncidence était un peu trop troublante pour être totalement hasardeuse. D'autant qu'il n'y a pas d'autres textes éligibles à cette identification, il n'y a pas d'autres textes qui présentent ces 3 articles-là dans une formulation aussi proche, même si ce n'est pas du mot à mot. D'ailleurs, les procès en hérésie, de toute façon, procèdent à des extractions de phrases sorties de leur contexte et parfois à des traductions en latin de textes qui n'étaient pas écrits en latin, ce qui pouvait expliquer aussi des déformations sur le plan de la formule. Le gros avantage, c'est que le Moyen-Âge adore le juridique et donc il note tout. Et on a cette chance-là d'avoir, quand on retrouve les textes, on a tout ça. Alors, je parlais de simplification du titre, parce que je crois que le titre exact, dites-moi si je me trompe, c'est je le francise dans notre français aujourd'hui, le miroir des simples âmes anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Oui. Très joli, ça. C'est très beau et c'est un titre en fait qui est sujet en effet à découpage ou à réinterprétation parce que c'est elle-même qui l'insère dans le corps du texte. D'accord. Et donc dans un des chapitres, le chapitre 13 si je me trompe pas, elle dit ce livre intitulé et donc voilà, après elle développe tout ce... Et on ne sait pas à quel moment recommence la phrase et à quel moment finit le titre en fait. Donc c'est pour ça que parfois par commodité de toute façon on va le limiter au miroir des âmes simples et anéanties. D'autant qu'au XIVe siècle il n'y a pas la ponctuation qu'on connaît aujourd'hui. Non, pas de ponctuation qui se développe. C'est pour ça que j'ai pas travaillé beaucoup cette époque-là. oui, qui se développe plutôt avec l'imprimerie en effet. Oui, exactement, bien sûr. Est-ce qu'on connaît un peu sa vie avant son procès? D'où elle vient? Parce que si elle sait lire, enfin, si elle sait écrire, c'est que quand même elle sait lire. Donc, c'est pas une paysanne. On a un certain nombre, en effet, d'indices qu'on peut tirer de son texte même, puisque c'est un texte dans lequel elle prend souvent la parole en tant qu'autrice. Sur le plan littéraire, on appelle ça des passages métatextuels où le texte parle du texte. Et donc, elle interpelle ses auditeurs et auditrices, d'une part, donc dans un jeu littéraire. Mais en plus, elle indique que c'est un livre qui parle, qu'elle-même le lit, donc en public. C'est d'ailleurs ce dont on va l'accuser. On a la confirmation dans le procès. Donc, on sait à minima qu'elle était en capacité de porter un texte comme ça en public, d'en lire des passages et de défendre son contenu. Donc ça, c'est en effet un indice sur le fait qu'elle était alphabétisée et qu'elle savait composer un texte, le lire et donc supposément écrire. Parce que peut-être qu'on peut rappeler pour les personnes qui nous écoutent qu'au Moyen-Âge, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on pratique pour autant très fréquemment la mise par écrit manuelle. Les personnes qui ont accès à une certaine éducation ont souvent aussi les moyens d'avoir des secrétaires, des chanceliers qui font, eux, le geste du scribe de l'Antiquité, en fait. Donc, ils ne s'embêtent pas avec le fait de tracer les lettres. Ce qui suppose des moyens. Des moyens, oui, parce que ce qui pour nous est une activité quotidienne, simple, banale, à l'époque a presque le statut d'une publication. Dès qu'on commence à mettre par écrit, on va mettre en forme. Alors il y a toujours Alors, le papier arrive en Europe au XIIIe siècle, donc on a déjà cette capacité-là, c'est un peu moins coûteux que le parchemin, ou des tablettes de cire sur lesquelles on peut noter des choses pour mémo et puis effacer ensuite. Mais finalement, il y a quand même quelque chose de plus décisif dans le fait de recourir au parchemin ou de vraiment commencer à mettre en page, en forme, un texte. C'est un geste quand même qui engage beaucoup. Bien sûr. Donc on sait qu'elle en était en tout cas capable, elle, de lire et d'écrire, ce qui suppose qu'elle a reçu une éducation en effet. Il y a plusieurs manières à l'époque de recevoir une éducation. Quand on est issu du peuple, on ne peut pas. Donc en effet, normalement, c'est censé exclure cette origine sociale. D'autant plus, ça c'est ce que j'aborde dans l'introduction de la thèse, d'autant plus que quand on regarde les différentes origines sociales des femmes mystiques,
même si le terme est anachronique à l'époque, Oui. du XIVe, du XIIIe siècle. Quand on est face à des paysannes qui ont des visions, ce ne sont jamais elles qui écrivent. Ce sont Absolument. les prêtres, les confesseurs qui Tout à fait écrivent, vrai, en fait, c'est sous vrai. leur dictée. Là, on n'est pas du tout face à ce type de posture. C'est une femme qui revendique sa capacité à écrire et qui assume ses propos. C'est beaucoup plus un geste de femme noble, peut-être de bourgeoise, mais de bourgeoise qui aurait quand même une certaine aisance et une certaine légitimité, ce qui n'est pas évident. D'autant que les passages d'écriture de poésie sont habituellement plutôt réservés aussi à la noblesse, Bien sûr. et à plus forte raison pour les femmes. Ça suppose aussi d'avoir le temps de le faire, de ne pas avoir Oui. besoin d'aller dans les champs et travailler tous les jours. Oui, et puis il y a un accès aussi au corpus, c'est-à-dire que pour écrire des vers, il faut avoir été au contact avec Avoir lu. de la poésie, qui était à la fois proférée lors des banquets ou lors des concours, on appelait ça les puits, dans le Nord notamment, il y avait des puits assez fameux, où là on pouvait retrouver des gens issus de la bourgeoisie comme de la noblesse, mais il faut avoir une fréquentation quand même des textes, parce qu'il ne s'agit pas de vers maladroits, hein. Dans le cas de Marguerite, c'est quand même très abouti, on voit qu'elle connaît bien la tradition courtoise, et ça c'est le dernier indice peut-être, hein, cette imprégnation de la tradition courtoise, du finamore, de la finamore, puisqu'à l'époque le terme est féminin, eh bien ça montre qu'elle a eu quand même accès à une culture littéraire qui n'était pas forcément accessible à tous et toutes de la même manière. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.